Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. À peine élu, le maire de Moncontour, en Bretagne, a choisi de démissionner après avoir été victime d'intimidation. Tout à fait, il s'agit de monsieur Olivier Pelland, donc élu au premier tour triomphalement dans cette commune des Côtes-d'Armor, dans la douce Bretagne. Et alors il y avait un antécédent, il avait accordé une subvention de 30 000 € à une école privée, et visiblement ça aurait déchaîné certaines colères. Tag et inscription sur sa maison, insulte, et ensuite il sort de sa mairie où il avait passé la journée, sa voiture rayée, donc voilà, et puis ensuite menace et intimidation. Donc, Olivier Pelland a décidé de jeter l'éponge. Il a donné sa démission au préfet, considérant qu'il sa famille en danger lui-même, et qu'il ne voulait pas aggraver le risque consécutif à cette tension, cette haine, cette animosité qu'il n'avait jamais vue, surtout en Bretagne. Il a préféré claquer la porte. Bon, il y a une manifestation lundi, ce soir donc, et il y participera pour défendre la démocratie et autres. Est-ce qu'il aurait dû démissionner? Et on se dit toujours, il va dans le sens de ce que ses opposants vont, mais on comprend que s'il estime que sa famille et que sa sécurité est en danger, on comprend qu'il ait démissionné. Très mauvais signe pour notre démocratie, très mauvais signe pour la société française. Je veux dire, on a vu quelques scènes à l'issue du deuxième tour. J'allais vous dire, c'est pas fini. C'est pas fini, mais là, et en plus, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une histoire de subvention à l'école privée. Donc, c'est plutôt des gens qui n'aiment pas l'école privée. Mais vous vous souvenez d'un maire qui s'était fait écraser par, alors je sais plus, c'était des Roms, mais c'est pareil. Ce sont des maires qui se font, quand ils se font pas harceler ou intimider, ils se font tuer. C'était le maire de Signes, dans le Var, qui était allé engueuler des gens qui faisaient de la décharge illégale. Et puis au moment de la manœuvre de partir, ils lui ont roulé dessus, et le maire de Signes est mort en faisant son métier de maire. Donc c'est un métier à risque, voilà. Et là effectivement on atteint un niveau assez inquiétant de tension, de haine et de méchanceté. Autre sale histoire au lendemain des municipales, la mairie de Fresnes a été saccagée ce week-end. Oui, un commando de racaille a saccagé la mairie de Fresnes vendredi soir, un peu avant 22h. Environ 20 personnes cagoulées se sont introduites dans le bâtiment après l'avoir attaqué au mortier, comme c'est original. Une caméra de vidéosurveillance a capté la scène. On les voit s'acharner sur le mobilier, les vitres, le matériel, le tout en quelques secondes. Après avoir pris la fuite, les individus ont dégradé la devanture d'une auto-école où ils ont volé une moto ainsi que la façade d'une banque. Les faits se sont déroulés à la veille de l'installation de la nouvelle équipe municipale LR, élue avec 107 voix d'écart dimanche dernier face à la majorité sortante de gauche. Une enquête est en cours et la piste d'une attaque politique est bien sûr envisagée. Après les heurts qui ont suivi l'élection de plusieurs maires de la France Insoumise, l'humiliation des maires sortants, les menaces, les insultes, cette séquence confirme une chose: la démocratie est effectivement en danger, Perico bien sûr, et celle qui la met en péril, c'est l'extrême gauche, c'est la jeune garde, ce sont les antifas, les recrues des cités et les élus qui, comme Sébastien Delogu, candidat de la France Insoumise à Marseille, qui s'était désisté pour permettre au maire sortant d'être réélu, a déclaré ce week-end: la démocratie n'a pas été respectée puisque nous n'avons pas d'élus insoumis. Voilà, tout est dit. C'est d'une bêtise. Oui, Patrick Cohen, ce matin, dans son édito du service public, disait: on n'a aucune preuve que le saccage de la mairie de Fresnes soit dû du côté de la gauche. Non, bien sûr. La mauvaise foi. Ça doit être des militants catholiques, je pense. Mais non, mais parce qu'après qu'il attende le résultat de l'enquête pour vraiment communiquer officiellement sur les faits et avoir vraiment le contenu, je comprends. Enfin, à un moment donné, c'est signé, quoi. Il voulait expliquer qu'on avait dramatisé les scènes qu'on avait vues dimanche soir. Alors, une vidéo, c'est un drame. De vidéo, c'est une catastrophe. Enfin, 4 vidéos, c'est un phénomène national. Voilà, effectivement. Non, mais il y a toujours eu des tensions dans les campagnes électorales, y compris dans les municipales. Mais même dans les années 50, il y avait même des morts entre couleurs d'affiches. Là, les scènes qu'on a vues dimanche soir et ce qu'on voit à Fresnes, c'est un phénomène qui est autre chose que des militants qui se battent, n'est-ce pas? Adama Gaye a enfilé son costume de maire à Mantes-la-Jolie et a presque déjà fait oublier les échauffourées de dimanche dernier. Alors, je pense que la consigne est peut-être venue d'en haut de Jean-Luc Mélenchon, essayer de dédramatiser la situation parce que... Voilà, le maire de Saint-Denis, qui était encore lui aussi ce matin sur le service public, monsieur Bagayoko, disant: j'ai été victime d'une forme de lynchage, d'agression, je n'ai jamais voulu porter la tête à la République. En tout cas, Adama Gaye est maire de Mantes-la-Jolie, a été très clair. Il privilégiera l'ordre républicain, il est l'élu de tous, et surtout, il a précisé, il n'y aura pas de passe-droit, que ceux qui se sentent les vainqueurs de cette élection, que la gauche, si elle pense qu'elle va avoir des faveurs ou des avantages, ou qu'on
contournera les lois de la République pour avantager nos copains qui n'espèrent rien. Nous resterons là-dessus intraitables et nous appliquerons la vertu et la morale républicaine de façon très stricte. C'est très important qu'il le dise et c'est tout à son honneur parce que lui aussi a été élu dans des conditions un peu animées au moment de sa victoire. Hein. Ce sont des élections parfaitement légales. Il n'y a pas à remettre en cause, c'est absurde. Et quant au maire du Blanc-Ménil, Demba Traoré, il a dit alors lui carrément, il n'y aura pas de chasse aux sorcières au Blanc-Ménil. Je me comporterai comme un maire républicain. Voilà, il dit ça aussi à la suite des échanges qu'il y a eu avec Thierry Mégnien, le maire LR perdant, qui avait un peu contesté le résultat des urnes. Il dit voilà, moi je suis un maire qui respecte la démocratie, en tout cas pas de chasse aux sorcières, que la droite qui a dirigé cette mairie n'est rien à craindre. Bon, ce sont des signes d'affaissement que l'on... Oui, mais vous savez, je suis même pas sûr que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui ait passé cette consigne. Je pense que c'est plutôt le gouvernement. C'est une hypothèse. Alors, le gouvernement qui est tombé sur le maire de Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur a été très ferme, et même le président de la République. C'est pas Mélenchon qui va demander l'apaisement. Hein. Non, mais c'est lui qui met de l'huile sur le feu toutes les semaines, quoi. Sauf que Maud, ces images du dimanche soir ont circulé dans tout le pays. Je peux vous dire qu'il y a des gens que ça a beaucoup interpellé. Ah oui. Il y avait déjà les heures de Lyon, et là on s'est dit mais c'est quoi ces gens? Et je pense que la consigne aujourd'hui, peut-être que c'est peut-être pas Jean-Luc Mélenchon, mais je pense qu'ils ont pris conscience qu'il fallait plutôt qu'ils envoient un message d'apaisement et dire que ce sont des bons démocrates et républicains que des vainqueurs triomphants avec la revanche entre les dents. Un club français a été condamné par l'UEFA pour incitation à la haine. À cause de quoi? D'abord éliminé sur le terrain après 2 défaites contre les Anglais, le club lillois va également devoir régler une amende conséquente à cause, tenez-vous bien, d'un tifo déployé dans les tribunes lors du match aller, un tifo à l'effigie de Jeanne d'Arc. Alors l'amende de 82 750 € couvre 4 autres faits. L'instance européenne pointe notamment les défaillances dans l'organisation, en particulier l'accès au stade et la gestion des flux de spectateurs, des jets d'objets sur la pelouse, des feux d'artifice tirés à l'intérieur de l'enceinte, etc. Mais l'UEFA s'est attardé sur le tifo déployé en tribune nord. On y voyait donc Jeanne d'Arc, épée à la main, accompagnée d'un slogan écrit en anglais « Les Français ne meurent jamais ». Mais dans le cadre de sa lutte contre les messages incitant à la haine, l'instance a considéré qu'il s'agissait d'une animation inappropriée. Alors lutter contre l'incitation à la haine, c'est très bien, mais sur le tifo, il n'y avait pas écrit « On va tous vous buter ». Si seule l'épée de Jeanne d'Arc pose problème, imaginez le nombre de statues qu'il va falloir désarmer, parce que cette réglementation, même si c'est dans le cadre du sport, du foot en particulier, cette réglementation, elle est européenne et elle est bien sûr arbitraire. Mettre Jeanne d'Arc au même niveau que des tifos antifa et anti-flics qui ont conduit aussi à des condamnations de plusieurs clubs, ça fait mal à l'histoire de France autant que de perdre face aux Anglais. Alors, depuis la nuit des temps, Jeanne d'Arc a toujours fait l'objet de récupération. Déjà dans le régime de Vichy, c'était l'incarnation de la France éternelle qui se bat. Cette affiche-là est une affiche sportive. Effectivement, elle dit les Français sont les meilleurs. Ça ne stigmatise personne. Ça ne crée pas une scission entre différentes communautés. Voilà, donc je pense qu'il y a surinterprétation. Attention à ne pas abuser d'image de Jeanne d'Arc. Elle est l'image de tous les Français. Elle appartient à l'histoire de France, à la République. Là, en plus, le clin d'œil était sympathique face aux Anglais. Chaque fois qu'il y en a eu des gens qui ont menacé l'intégrité de la France et qui voulaient l'envahir, eh bien, on sortait le symbole de Jeanne d'Arc. Peut-être d'ailleurs reviendra-t-elle un jour sous une autre forme. Je ne sais pas si ça sera vous, ma chère Maude, mais je crois que nous avons bien besoin d'une Jeanne d'Arc aujourd'hui pour sauver la République. Et puis, drame pour Nestlé et sa marque KitKat à la veille de Pâques. En même temps, comme dirait Jean-Pierre Coff, ces produits-là... Mais c'est de la merde! N'est-ce pas, Perico? Alors, c'est pas vraiment du chocolat. Et il y a beaucoup de sucre, beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Et quand Nestlé dit, attention, il faudra bien surveiller les stocks parce que... Sur les rayons, ça sera pas forcément du vrai chocolat de Pâques. Si on offre du KitKat à Pâques, excusez-moi, je suis un petit peu déboussolé. J'ai eu l'ancien PDG de Nestlé France tout à l'heure pour lui demander, il dit c'est une histoire incroyable. Je rappelle que le camion partait de l'Italie vers la Pologne. Il a disparu au moment de sortir de la frontière italienne. 12 tonnes, c'est quand même pas rien de KitKat. Je sais pas ce que ça... Alors, Nestlé a dit, attention, il y a un code barre, on peut jouer la traçabilité, on peut remonter la filière. Je ne sais pas, alors c'est pas Julien, c'est pas Emmanuel Galasso. 12 tonnes, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi vous me regardez? Non, mais surtout que c'est invendable. Je sais que j'ai pris du poids ce week-end, mais je vous assure que c'est pas moi. Alors, je propose que celui qui a rapté, on bombarde Téhéran avec 12 tonnes de KitKat. Il n'est pas sûr que le régime des Mollahs puisse résister à cette offensive inattendue. Et qui nous dit que c'est pas vous, Perico? Ah,
Merci Julien. Mais il m'insulte, moi qui mange du chocolat pur. Ah non, mais silence évocateur. 100% me manger du Kit Kat. Que vont dire aux fans s'ils savaient? Aux fans? Aux femmes. Bon, ça suffit. Mais justement, on va parler de Téhéran, on va parler de Donald Trump, justement. Pourquoi s'est-il embarqué